Les médias sont devenus encore plus vulnérables à l'ère numérique depuis la constitution d'une industrie de la désinformation. Un journaliste français indépendant qui s'appelle Julien Fomenta-Rosa a raconté en mai 2022 dans Fakir comment il a écrit près de 600 articles en 6 ans sous de très multiples pseudonymes pour le compte d'une mystérieuse agence de relations publiques française qui le rémunérait 60 à 200 euros par article. Son objectif, c'était de défendre les dictateurs africains, l'usage du glyphosate et surtout de ne pas parler de la Russie. L'agence en question, elle s'appelle Avisa Partners et son métier, c'était de créer de faux comptes sur les réseaux sociaux et de modifier des pages Wikipédia. Elle a été créée, Avisa, en 2010, mais sous un autre nom. C'était Istrat. Et c'est deux fils d'eux qui sont associés pour la créer. Le premier, c'est Mathieu Creux, dont le père est un ancien directeur d'un service de renseignement militaire. Et lui, Mathieu Creux, il a travaillé pour Valérie Pécresse. Et le second, c'est Arnaud Dacier. C'est le fils de Jean-Claude Dacier, qui a été le patron de l'information de TF1, qui a lancé LCI. Et Arnaud Dacier a été un collaborateur de Nicolas Sarkozy. Et ils ont, en 2018, racheté un petit cabinet de lobbying belge qui s'appelle Avisa pour changer ce nom. Et surtout, ils ont acheté une société de cybersécurité qui s'appelle Lexfo. Lexfo, c'est le partenaire historique de la DGSE qui, peu à peu, a commencé, les services de renseignement français, par s'inquiéter des liens de cette maison mère, de cette société Avisa, avec des intérêts chinois et des intérêts russes, ainsi que de ses activités en Afrique qui, régulièrement, vont à l'encontre des intérêts français. Le fonds d'investissement Rise, dirigé par Clara Guémard, a investi en 2019 dans Avisa, qui, en avril 2023, a vu sa réputation tellement écornée que le FIC, le Forum international de la cybersécurité, qui a été lancé en 2007 par la Gendarmerie nationale et qui est organisé à Lille par Avisa depuis qu'ils ont racheté l'organisateur, eh bien, a vu le ministère des Armées retirer la participation de ses membres qui ne voulaient plus rien avoir à faire avec Avisa. Pour survivre, ce groupe qui fait 60 millions de chiffre d'affaires a revendu à Arnaud Dacier ses activités d'influence et de manipulation de l'information et la marque Avisa pour 5 millions d'euros afin de se renommer Forward et de conserver les activités d'intelligence économique et de cybersécurité. Entre-temps, en février 2023, un consortium international de journalistes d'investigation qui s'appelle Forbidden Stories, on l'a vu dans nos sources, a publié une enquête sur l'essor depuis une dizaine d'années de ces officines privées qui proposent d'influencer les opinions publiques au détriment de la démocratie. Ils ont parlé d'Avisa, mais surtout d'une équipe qui s'appelle la Team Georget. C'est une officine israélienne sans aucune existence légale officielle qui est dirigée par un ancien des forces spéciales israéliennes qui s'appelle Tal Hanan. Et ce Tal Hanan va vendre des campagnes négatives dans le monde entier grâce à sa plateforme qui est appelée AIMS pour Advanced Impact Media Solutions. Et cette plateforme technique sait gérer, diffuser et amplifier de faux articles de presse en recourant à des dizaines de milliers de faux profils sur les réseaux sociaux qui sont devenus un théâtre de guerre où les agences de relations publiques sont des mercenaires aussi recherchés que redoutés. Réunis en 2006 à Londres pour une conférence à huis clos, tous les guerriers de l'information de l'OTAN se sont accordés sur un point. Ils étaient en train de perdre leur guerre de l'information. Parce que depuis le 11 septembre, leurs adversaires islamistes se sont emparés du domaine de la guerre psychologique en utilisant à forte dose les réseaux sociaux, qui leur ont permis de diffuser des contenus, mais aussi de créer des communautés en ligne. Pourquoi ? D'abord pour recruter des militants, des terroristes en herbe, et aussi et surtout pour semer la terreur en Occident dans les opinions publiques. Al-Qaïda a depuis toujours, vous savez, sa newsletter, ses échanges cryptés. Et en 2000, donc avant le 11 septembre, ils avaient lancé leur propre site internet et leur système d'information en ligne. Ça s'appelle la Voie du Califat, dès 2005. Les terroristes assument de s'activer sur le champ de bataille des médias, et ils vont même jusqu'à y convertir les talibans, qui par essence, par définition, rejettent la technologie. Et le fameux Al-Zarqawi, va diffuser sur YouTube, qui à l'époque vient d'être créé, la vidéo de chacune des attaques réussies contre la coalition en Irak.
Ces vidéos vont très vite faire un buzz, vont faire des émules, avant d'être retirées de la plateforme en 2017, donc bien plus tard. Seulement, les terroristes ont compris, grâce à YouTube, qu'ils ont désormais accès directement au public via ces nouveaux médias de masse, pour la plupart américains. Ils peuvent donc jouir d'une capacité d'influence tout à fait nouvelle, parce qu'elle était auparavant réservée soit aux grandes organisations médiatiques, possédées par exemple par des gens comme Murdoch, soit aux États puissants. Et les années 2000 vont justement être celles de la remise en cause de l'hégémonie informationnelle américaine par de nouveaux acteurs non étatiques extrêmement agressifs. Le Hamas, par exemple, qui a eu le monopole des images du conflit lancé par Tsahal, qui est l'armée israélienne, parce que, ils ont interdit la présence de caméras, l'armée israélienne, occidentale, lors de leur attaque, de leur assaut de la ville palestinienne de Lénine. Résultat, c'est les images de ce petit David palestinien qui était en train de lancer des cailloux contre les Goliaths israéliens lourdement armés, la guerre des cailloux, l'intifada, qui vont faire le tour du monde. Et Israël va perdre la bataille des images. C'est une leçon puissante. Elle sera utile en 2006, lorsque Israël va attaquer le Hezbollah au sud-Liban et va déployer des techniques de cyberguerre et justement de guerre psychologique, par exemple en travaillant sur le piratage de la chaîne de télévision officielle du Hezbollah, par exemple pour y annoncer la mort prochaine de son leader Hassan Nasrallah, ou pour des campagnes plus précises, plus fines de guerre psychologique. Je vous donne un exemple, un site internet qui s'appelle All for Lebanon. Et sur ce site, on proposait de rémunérer les Libanais qui dénonçaient des partisans du Hezbollah, de les payer en espèces sonnantes et trébuchantes. Et évidemment, le Hezbollah va répondre sur Internet en diffusant des vidéos qui vont faire le tour du monde. Et finalement, Washington et Paris vont obtenir en août 2006 un cessez-le-feu d'Israël, seulement quelques semaines avant le lancement de Wikileaks. Wikileaks, vous en avez tous entendu parler, c'est un hacker australien, compatriote de Rupert Murdoch, mais son opposé total, absolu, un libertaire qui s'appelle Julian Assange, qui a créé un modèle de site internet qui permet la création de pages collaboratives, donc de wiki, un peu comme Wikipédia, et surtout qui permet la fuite d'informations sensibles, donc de leaks. Il garantit l'anonymat à quiconque veut lui transmettre des documents sensibles. Ce qu'il veut faire à l'époque Assange, c'est organiser à l'échelle globale la fuite systématique d'informations secrètes pour un but précis, celui de corriger le déséquilibre grandissant entre des États qui contrôlent les moyens de communication des citoyens, parce qu'il sait que les citoyens font l'objet d'une surveillance électronique de plus en plus suivie, notamment dans les pays où la loi sur la vie privée est très forte, très encadrante. Et les débuts de Wikileaks sont finalement assez lents. Seulement 4 ans plus tard, en avril 2010, là Wikileaks va devenir mainstream et Assange va devenir en quelques minutes la bête noire des États-Unis. Parce qu'il diffuse une vidéo sur Wikileaks qui montre le massacre d'une douzaine de civils irakiens, dont 2 journalistes de Reuters, par des Apaches américains. 3 mois plus tard, Wikileaks va publier 91 000 documents militaires secrets, des fils, sur la guerre en Afghanistan. Et en octobre 2010, 391 000 autres documents sur la guerre d'Irak qui vont révéler au monde entier, les journalistes en premier, le nombre de victimes civiles et la réalité aussi des centres de détention. Le coup de grâce va arriver quelques semaines plus tard, le 28 novembre 2010, lorsque Wikileaks va publier rien moins que 251 287 câbles diplomatiques américains qui couvrent les 6 dernières années. Et pour la première fois, Wikileaks va associer ces révélations à 5 grands quotidiens nationaux: Le Monde, le New York Times, El País, Der Spiegel et The Guardian. Ils vont provoquer, en l'occurrence Assange, un gigantesque scandale international. Et à l'époque, il y a un site d'information français qu'on regrette, puisqu'il a existé que de 2009 à 2012, qui s'appelait OVNI.
Son objectif, c'était de développer le data journalisme et le fact-checking. Et ils ont donc développé un moteur de recherche pour que les citoyens puissent directement comprendre les câbles diplomatiques et les câbles militaires sans avoir accès, sans avoir besoin du traitement des journalistes, des médias, des experts. Seulement, Assange, à l'époque, a changé d'objectif. Il a provoqué une guerre asymétrique de l'information alors qu'il disait lui-même vouloir y mettre fin. Comment ? En instrumentalisant les grands médias internationaux contre la puissance américaine. Il les a fait retourner leur veste et il a permis à ce moment-là de dévoiler l'importance géostratégique du web 2.0, du collaboratif, du wiki, d'un monde où les blogs et les médias sociaux vont permettre plusieurs révolutions. La vie d'Assange va changer à ce moment-là. D'abord parce que ça va lui coûter sa liberté. Il est privé depuis 2010 de sa liberté à la suite d'une accusation de délit sexuel en Suède. Et il se retrouve à être enfermé dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où il a trouvé refuge de 2012 à 2019. Et c'est sur Twitter qu'il va commenter la campagne présidentielle américaine de 2016. Une campagne où Twitter va jouer un rôle majeur et où lui, Julian Assange, va jouer un rôle déterminant en publiant, on y reviendra, des milliers de courriels, de mails qui ont été piratés au Parti démocrate et qui démontrent qu'Hillary Clinton a fait la faute, l'erreur de se servir de son adresse mail personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État de 2009 à 2013, ce qui est formellement interdit par la loi américaine et qui va lui valoir d'ailleurs les remontrances publiques en pleine campagne du directeur du FBI. Évidemment, ça va avoir un grand impact dans un moment charnière qui est celui de la dernière ligne droite de la campagne américaine. Pourquoi ? Eh bien, parce que le FBI va annoncer rouvrir son enquête contre Hillary Clinton à seulement 11 jours du scrutin, à un moment où personne ne voyait Trump emporter ce scrutin. Quelques semaines plus tard, la CIA d'ailleurs aura identifié des personnes en lien avec le Kremlin, et ce sont eux qui ont transmis à Wikileaks les courriels piratés du Parti démocrate et d'un homme qui s'appelle Tony Podesta, qui est le collaborateur et le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Et ces hackers russes avaient aussi piraté les ordinateurs du Comité national républicain, mais ils n'avaient pas dévoilé les messages. Des responsables du renseignement américain avaient affirmé à l'époque anonymement sur NBC qu'ils savaient que Poutine avait lui-même commandité cette ingérence, qui va être détaillée un peu plus tard dans le rapport du procureur spécial Robert Mueller en 2019, une fois que Trump aura déjà été élu. Et Mueller ne va pas parvenir à recueillir des preuves suffisantes de collusion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, avant que le fondateur de Wagner, le fameux Evgeny Prigogine, n'affirme en 2022 que les ingérences russes pour l'élection de Donald Trump ont été bel et bien réelles et qu'il comptait bien continuer à faire des ingérences. Le règne de Trump, d'ailleurs, c'est celui de Twitter. Et sa déchéance aussi semble se confondre avec celle de Twitter, qui est devenue X et qui a été racheté pour 42 milliards de dollars par Elon Musk avant qu'il en détruise une grande partie de sa valeur et de ses valeurs, en la renommant donc X et en limitant par exemple le nombre de tweets auxquels on peut, en tant qu'utilisateur de la plateforme, être exposé, ou leur pertinence, ou même en interdisant les utilisateurs de X, de Twitter, de bloquer des bots ou de bloquer des utilisateurs dont on estime le discours haineux ou incorrect. Twitter, à l'époque, en 2006, avait été fondé par des défenseurs de la liberté d'expression. Et très rapidement, les messages, vous savez, limités au départ à 140 caractères, sont devenus le moteur du journalisme politique dans de très nombreux pays, en offrant un mégaphone à des propagandistes, mais aussi à des citoyens éclairés, qui pouvaient s'adresser directement à leurs abonnés sans plus avoir à passer par les médias officiels. Twitter a aussi eu un autre impact sur la production de l'information. C'est qu'il a accéléré drastiquement son rythme. On l'a vu en novembre 2008, par exemple, lors des attaques terroristes de Bombay. Ça a été un point de bascule dans la vitesse de production d'une information, tant dans son volume que dans sa qualité. Parce que les explosions ont été live tweetées, tandis que leurs coordonnées GPS ont été reportées quasiment en direct sur Google Maps, ce qui a permis à la fois l'organisation des dispositifs d'urgence
directement sur les réseaux sociaux et aussi qui a aidé le soutien logistique, sanitaire, humanitaire. 4 heures après le premier coup de feu, les attaques avaient déjà fait l'objet d'une page Wikipédia extrêmement alimentée par des dizaines de rédacteurs bénévoles qui avaient déjà fait un travail qui aurait nécessité des semaines de reportages et d'enquêtes à des journalistes professionnels. Et quelques mois plus tard, c'est des manifestants iraniens et moldaves qui vont se coordonner sur Twitter pour protester contre la censure des médias ou contre une fraude électorale, et on parle déjà à l'époque de révolution Twitter. En juin 2009, c'est une vidéo diffusée sur YouTube et relayée par CNN qui va montrer une jeune militante tuée, assassinée par un membre des forces paramilitaires iraniennes. À ce moment-là, le président Barack Obama condamne publiquement cette violence et le gouvernement iranien réagit en suspendant immédiatement tous les réseaux téléphoniques, en bloquant les sites internet de l'opposition et surtout en traquant les manifestants directement sur les médias sociaux. En janvier 2011, c'est d'abord sur les réseaux sociaux que va se diffuser comme une traînée de poudre la mort d'un vendeur ambulant tunisien qui s'appelle Mohamed Bouazizi. Il s'est immolé par le feu en réponse au harcèlement quotidien de la police du régime autoritaire de Ben Ali. Et à l'époque, Facebook, qui rassemble déjà à peu près 20% de la population tunisienne, est un lieu particulier. C'est un lieu d'organisation des toutes premières manifestations physiques en Tunisie, puis en Algérie. Et face à une répression très brutale, les Tunisiens en fait vont diffuser eux-mêmes les vidéos des violences subies par la police sur les réseaux sociaux. Et ils vont contourner ainsi les médias tunisiens qui sont tenus par le pouvoir, et toute la presse internationale va s'appuyer sur un réseau de petits blogueurs pour parler, pour commenter, pour créer la narration de cette révolution. En 10 jours après la mort du vendeur ambulant, Ben Ali fuit la Tunisie. Et l'année précédente, c'est un cadre égyptien de Google qui est basé à Dubaï, qui s'appelle Wael Ghonim, qui avait créé une page Facebook en soutien à un jeune égyptien battu à mort par la police et dont le frère avait diffusé la vidéo de l'assassinat sur les médias sociaux. Sa page à Wael Ghonim s'appelle « Nous sommes tous Khaled Saïd » et elle va devenir à ce moment-là le point de ralliement des opposants au régime en réunissant pas moins de 473 000 abonnés. Et lorsque ce jeune Wael veut organiser un événement Facebook le 25 janvier 2011 appelé le jour de la colère, il est étonné parce que 50 000 personnes y participent physiquement. Moubarak réagit évidemment en coupant Internet 3 jours plus tard, mais à ce moment-là, le Qatar décide d'amplifier le mouvement, notamment grâce à sa chaîne Al Jazeera, pour soutenir les frères musulmans et les faire prendre le pouvoir en Égypte. 15 jours plus tard, Moubarak a démissionné. Et l'opinion publique mondiale à l'époque a pris conscience en quelques mois à peine du pouvoir énorme, du pouvoir émancipateur des médias sociaux qui s'appuient justement sur l'accélération de l'histoire et sur la fabrique de l'information hors des médias, hors du journalisme, pour permettre aux opposants d'un tyran de s'organiser sans disposer d'aucune organisation. C'est ce que Wael Ghonim va appeler la révolution 2.0. Seulement, les dictateurs ont su s'adapter. Et dès 2011, ils vont eux-mêmes utiliser les réseaux sociaux pour traquer leurs dissidents et pour diffuser leur propagande, notamment grâce à des armées, des fermes de trolls. David Colon raconte très bien ça dans son livre sur la guerre de l'information dont on a parlé et qui est sorti en septembre 2023. À l'origine, le trolling désignait l'action des pilotes américains pendant la guerre du Vietnam. Ils cherchaient à provoquer les pilotes ennemis pour les engager dans un combat qui allait se retourner inévitablement contre eux. Et cette expression donc de trolling est réapparue pour désigner la provocation par des utilisateurs expérimentés, de nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux qui vont perdre un temps fou à argumenter. C'est ce qu'on appelle donc les trolls, c'est-à-dire tous les internautes qui cherchent à répandre la colère en provoquant leurs adversaires directement sur les réseaux sociaux et en premier lieu sur Twitter, dans un but, celui de les offenser, de les ridiculiser ou même de les contraindre au silence. On a d'abord connu les trolls des dictateurs qui ont inondé les hashtags, donc les fameux mots-clés des opposants.
Ils les ont inondés de contenus qui n'avaient absolument aucun rapport avec les revendications ou les manifestations, parfois même des contenus cute, mignons, des chats, des mèmes, des gifs. Et pour cela, eh bien, ils ont recouru, ces dictateurs, à ce qu'on appelle des fermes de bots. Les bots, c'est ces robots automatisés qui vont pouvoir créer et générer de faux comptes grâce au vol de nos données, comme va le démontrer plus tard, et on en reparlera, le scandale Cambridge Analytica. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux sociaux ne savent pas contrôler la qualité de l'information qui circule sur leur plateforme. Ça a beau être des géants du numérique, ils n'ont ni les moyens humains, ni les moyens techniques à l'époque, peut-être pas la volonté non plus, parce qu'ils veulent faire développer au maximum leur plateforme, de valider et de contrôler la qualité de l'info à laquelle vous êtes exposé. Et donc les dictateurs vont très vite se convertir à la piraterie informatique, au hacking. En 2011, Bachar al-Assad va lancer la Syrian Electronic Army, qui fait des cyberattaques contre à la fois les sites des rebelles, mais aussi contre des organisations occidentales. Et lorsque ce groupe de hackers a détourné le compte Twitter de l'Associated Press pour annoncer qu'une bombe avait atteint la Maison Blanche en blessant Barack Obama, Wall Street a directement plongé. En 2014, c'est des hackers nord-coréens, proches du dictateur Kim Jong-il, qui vont hacker Sony Pictures et diffuser en ligne 5 films inédits plusieurs semaines avant la sortie du film. Un film qui s'appelait par exemple L'interview qui tue. Et ce film, ils ont voulu absolument que le studio ne le sorte pas. Pourquoi ? Parce que dans ce film, un animateur de talk show américain apprend que Kim Jong-il est un téléspectateur régulier de son émission. Alors son producteur va l'inciter à aller proposer au dictateur une interview exclusive. Seulement, un agent de la CIA va leur proposer de se joindre à eux pour assassiner le dictateur et pour faciliter un coup d'État. Sony, à l'époque, prend peur, panique. On parle de 5 films, donc on parle probablement de plusieurs milliards de dollars de recettes évanouies dans la nature, et Sony renonce à sortir son film. Le président Obama va regretter publiquement que le studio se soit laissé intimider par des hackers étrangers, et donc il va sortir dans quelques salles seulement. Quelques mois plus tard, Wikileaks, encore et toujours, va publier les archives de Sony pour, je cite, donner un aperçu rare du fonctionnement d'une firme multinationale et secrète. Et à partir de là, on comprend que Wikileaks, l'ennemi juré des Américains, travaille directement avec les armées de hackers, de pirates, des dictateurs du monde entier. En octobre 2016, Assad va quand même perdre une guerre de l'information. Il va la perdre face à une fillette de 7 ans, qui a publié sur Twitter sa vie recluse pendant les affrontements, pendant le siège de sa ville, et elle publie même des photos de son école bombardée. Elle tweet en anglais avec l'aide de sa mère journaliste, et l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling, qui a des millions de followers sur la plateforme, va commencer à échanger avec elle sur Twitter. À ce moment-là, de très nombreux fans de la série Harry Potter vont rejoindre les 200 000 followers de cette petite Bana Al-Abed, qui vont, donc ces enfants, ces ados pour la plupart, être exposés directement aux horreurs du siège d'Alep. Et cette gamine va tenir en haleine toute cette petite communauté pendant des semaines, en racontant nuit après nuit sa peur de mourir sous les bombes. Assad va être obligé de réagir et va accuser cette petite fille de faire partie d'un énorme jeu de propagande américain, occidental évidemment. Et dans cette guerre de l'information numérique, on voit à l'époque que la voix d'une fillette peut porter autant, voire plus, que celle d'un dictateur. Parce que, eh bien, cela n'existera évidemment pas si les Américains ne s'étaient pas convertis assez tôt aux médias sociaux, dont l'avènement a représenté une menace pour eux, mais aussi une opportunité. D'abord parce que ces plateformes sont pour la plupart américaines, et parce qu'ils ont des moyens colossaux, on en a déjà parlé, des réseaux partout dans le monde pour produire une information directement sans les médias. À l'époque, un homme qui s'appelle James Glassman, qui est le sous-secrétaire d'État à la diplomatie publique de l'administration Bush, se convertit à la théorie de l'État-réseau, le Network States. C'est une théorie selon laquelle, en 2008, les interactions entre le gouvernement et la société civile, ce sont eux qui définissent le régime politique d'une société. Et les réseaux de communication mondiaux vont déplacer la sphère publique à l'époque du national à l'international, au mondial, au globalisé. Les réseaux sociaux sont devenus à ce moment-là des lieux du contre-terrorisme.
Obama, d'ailleurs, va être le premier souverain, le premier président en exercice, juste après le Premier ministre canadien, à ouvrir son compte sur Twitter en 2008. 4 ans plus tard, quasiment tous les souverains du monde sont sur Twitter. Même l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad, qui avait interdit la plateforme en Iran en 2009 au moment des manifestations à son compte sur Twitter. Les actions de sensibilisation diplomatique sont légion sur Twitter. On parle même à l'époque de twiplomatie. Hillary Clinton, donc qui devient secrétaire d'État de Barack Obama, en fait même sa marque de fabrique, puisqu'elle dote immédiatement le département d'État de son propre réseau social interne qui s'appelle Statebook et qui va piloter 408 comptes Facebook qui rassemblent jusqu'à 15 millions et demi d'amis, 50 chaînes YouTube et 80 comptes Twitter qui cumulent 2 600 000 abonnés. À l'époque, Hillary Clinton lance avec le patron de la CIA, qui s'appelle Leon Panetta, un centre de communication stratégique contre le terrorisme. C'est le CSCC, qui vise rien moins que de contester directement, en ligne, sur le terrain numérique, la propagande terroriste, dans le but de dissuader les jeunes internautes, notamment occidentaux, mais pas seulement, de rejoindre Al-Qaïda et de rejoindre ensuite Daesh. Sa devise d'ailleurs, au CSCC, est tirée d'une lettre d'un chef d'Al-Qaïda qui disait que les médias sont la moitié de la bataille, la moitié de la guerre. Mais ce que les Américains à l'époque sous-estiment dans cette guerre des récits, c'est qu'elle est menée désormais en langue arabe. Et dans le monde arabe, la haine anti-occidentale, anti-américaine est très puissante. Et ces populations qui sont encore largement analphabètes et pas connectées sur Internet ne peuvent pas être touchées par des tweets qui, en plus de ça, doivent passer par la validation du département d'État américain. Seulement, ça ne va pas les empêcher de se doter de logiciels de persona management qui est développé avec une société de cybersécurité qui s'appelle Intrepid et qui va gérer semi-automatiquement sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle des sock puppets, c'est des faux profils qui sont destinés à contrer la propagande ennemie à l'extérieur du territoire américain et globalement du territoire occidental. À l'époque, le département d'État va jusqu'à soutenir financièrement tous les activistes numériques dans le cadre d'un programme qui s'appelle Société civile 2.0. Et Hillary Clinton déclare que tous les citoyens américains devraient être, je cite, des fantassins dans la guerre de l'information. Donc, dans le discours, officiellement, la prise de conscience est totale. Mais, lorsque le conseiller pour l'innovation d'Hillary Clinton, un certain Alec Ross, tweet que les dictatures sont plus vulnérables que jamais, eh bien, son tweet ne passe pas inaperçu, notamment en Chine, en Russie et en Iran. Parce que, eh bien, ils ont déjà pris le pas sur les États-Unis pour alimenter ce qui va devenir une guerre des récits fortement déséquilibrée.